Bienvenue à ce webinaire sur le transport organisé par l'ITAVI et la FIA. Je te laisse la parole, Amélie. Merci Pauline. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire donc intitulé Quelles sont les avancées et les évolutions sur le transport des volailles. Donc, je me présente, je suis Amélie Navarro, responsable des affaires techniques et réglementaires à la Fédération des industries avicoles. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer cette session avec Pauline Créache, qui est chef de projet élevage de précision à l'ITAVI. Donc aujourd'hui, on se retrouve à un moment important pour notre filière. Le transport des volailles est une étape essentielle et celle-ci est au cœur des préoccupations car comme vous le savez, c'est fin 2023 que la Commission européenne a proposé une révision du règlement 1/2005 qui est relatif à la protection des animaux pendant le transport. Et cette proposition, celle-ci donc fait suite à plusieurs rapports et consultations, et elle introduit des évolutions significatives qui pourraient grandement impacter nos pratiques actuelles. Donc, je tiens à rappeler donc la position de la filière qui souhaite conserver les dispositions du règlement actuellement en vigueur. Pour autant, l'interprofession et l'ensemble des interprofessions de la filière volaille sont pleinement engagés en faveur de l'amélioration des conditions de transport des animaux et nous soutenons une harmonisation de l'application de la législation actuellement en vigueur à l'échelle européenne. Et le bien-être animal s'inscrit donc dans un écosystème de production qui est global. Et donc, à ce titre, toute évolution réglementaire doit prendre en compte l'ensemble des dimensions qui touchent notre filière, donc que ça soit le bien-être animal, le sanitaire, la dimension environnementale et la dimension économique, afin de garantir la durabilité de nos filières. Donc aujourd'hui, tous ensemble, nous allons comprendre les principales évolutions réglementaires envisagées par la Commission européenne. Nous allons regarder les mesures, leur impact sur l'organisation actuelle du transport, mais aussi découvrir les études récentes menées par l'ITAVI sur les conditions du transport des volailles, en particulier sur l'ambiance thermique. Nous aurons également la chance d'écouter des témoignages concrets de transporteurs qui viendront partager leurs expériences de terrain. Donc, ce webinaire est conçu pour permettre de croiser les regards réglementaires, scientifiques, économiques et pratiques. Donc, il est essentiel que nous rassemblons ces différentes perspectives pour identifier ensemble les leviers possibles d'adaptation et d'amélioration. Donc, avant de commencer, je voudrais prendre un instant pour remercier nos intervenants. Donc, Virginie Michel de l'ANSES, Virginie Urussia de l'ITAVI et Yann Nedelec de l'Envol, Pauline Créache, Johanna Litt et Yann Guyot de l'ITAVI, ainsi que nos transporteurs, Monsieur Victor Guyon, Monsieur Corentin Paris et Jordan Marolo du groupe Marolo, Victor Guyon pour le groupe Mousset et Corentin Paris pour LDC. Donc, sans plus attendre, je vous propose de plonger directement dans le vif du sujet en donnant la parole à notre première intervenante et qui est bien là, Madame Virginie Michel, coordinatrice nationale des activités sur le bien-être animal à l'ANSES, qui va nous présenter les principaux points de la proposition de la Commission européenne. Bonjour Virginie. Bonjour à tous. Bonjour Virginie, on t'entend bien, donc c'est bon. Oui, parfait. Pour redire, parce que maintenant je vois que tout le monde est connecté, vu que tout le monde est à peu près connecté, pour vous dire que vous pouvez poser vos questions dans le chat et on s'occupera avec Amélie de les remonter pour Virginie. Eh bien, on te laisse la parole. Ok, merci beaucoup. Alors, pour les questions, je me présente et ensuite je vais couper la caméra parce que je suis en Australie et j'ai peur qu'on ait un problème sinon de connexion qui n'est pas très bonne ici. Donc, et ensuite pour les questions aussi, il y a un petit temps de décalage. Donc, vous pouvez poser des questions, mais souvent il y a 5-10 secondes avant que je réponde, juste pour que vous ne soyez pas perturbés par ça. Donc, je suis Virginie Michel, donc je suis coordinatrice des activités de bien-être à l'ANSES et je suis aussi vice-présidente du panel de l'EFSA sur bien-être et santé des animaux. Et j'étais dans le groupe de travail de l'EFSA sur le transport des animaux en container, donc les volailles et les lapins principalement. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de vous éclairer un petit peu sur
bien, d'où viennent les données qui sont retrouvées dans le rapport de l'EFSA et en quoi les recommandations qui ont été faites sont importantes pour le bien-être animal. Alors juste peut-être avant de commencer, il faut savoir que les questions qui ont été posées à l'EFSA le sont strictement dans le cadre du bien-être animal. Donc j'ai entendu votre introduction et effectivement je la partage pour savoir quoi mettre dans un règlement. Il faut prendre évidemment en compte toutes les dimensions, mais l'EFSA, elle, ne peut s'attacher qu'à prendre en compte la dimension bien-être animal sans considérer les conséquences environnementales, sanitaires, économiques ou quoi que ce soit, parce que c'est absolument pas ce qui lui est demandé. Et donc les études d'impact sont faites par d'autres organismes que l'EFSA et viennent en complément des rapports scientifiques de l'EFSA pour pouvoir éclairer la commission sur la réglementation à construire. Donc dans ce rapport de l'EFSA, on trouve ce qui concerne les volailles, les poussins de 1 jour et les lapins. Et aujourd'hui, je vais vous parler principalement des volailles et des poussins de 1 jour, pas des lapins. Et ses conséquences à partir de animal-based measures, donc des indicateurs mesurés sur les animaux, et de pouvoir aussi mettre en évidence les facteurs qui vont être responsables de ces conséquences négatives sur le bien-être. À l'aide de ces éléments, on va retrouver dans le rapport de l'EFSA des recommandations pour monitorer le bien-être durant le transport avec les ABM, des recommandations pour prévenir ou corriger les facteurs qui seront à la source des problèmes de bien-être et des recommandations pour atténuer les conséquences négatives sur le bien-être lorsqu'on ne peut pas faire autrement. Alors ici, et là encore c'est assez important pour comprendre ce qui se retrouve dans la proposition réglementaire, voici une liste des principales conséquences négatives possibles sur le bien-être du transport. Donc il y a le stress lié à la manipulation qui est principalement dû à l'attrapage, on va dire, des volailles, un peu d'autres phases de manipulation, la sortie des caisses, mais bon, surtout l'attrapage. Des blessures liées à l'attrapage ou liées à la mise en caisse ou au transport, mais je pense que c'est plus rare. La restriction de mouvement, qui explique les recommandations de densité dans les caisses de transport. Surstimulation sensorielle, mal des transports, bon, ça n'a pas directement de conséquences. Stress lié au chaud, stress lié au froid et faim et soif prolongée. Donc les facteurs qui sont appelés dans le rapport de l'EFSA HAZARD, donc qui sont les facteurs qui peuvent être responsables de ces conséquences négatives sur le bien-être, c'est une mauvaise manipulation des volailles, au regard de leur bien-être, hein, je ne parle pas d'autres éléments, pas assez d'espace dans les caisses de transport, des températures trop élevées ou trop froides, une mise à jeun et privation d'eau trop longue et une durée de transport trop longue. Alors, maintenant, si on regarde plus particulièrement ce qui se passe pour les oiseaux domestiques, on va voir qu'il y a un chapitre sur l'évaluation de la transportabilité qui est, je pense, pas forcément systématiquement faite, en tout cas pas sur tous les animaux. Donc là, vous avez des exemples de non-transportabilité sur des poules pondeuses. Donc il est vrai qu'il y a éventuellement des besoins de recherche sur les risques associés au transport des animaux qui présentent ces conditions. Après, on peut les comprendre. S'ils sont blessés par l'activation des blessures, ça peut augmenter la douleur. Quand des animaux ne sont pas du tout emplumés, si les conditions sont froides, ça peut augmenter le stress au froid. Et en tout cas, le personnel devrait être formé pour identifier les animaux qui ne sont pas transportables et pour faire une mise à mort à l'élevage. Alors ça, c'est ce qu'on retrouve dans le rapport de l'EFSA et dans la proposition réglementaire, ce qu'on va trouver, c'est que les animaux terrestres, donc dont les volailles, ne sont pas considérés comme aptes au transport s'ils sont blessés ou malades, présentent des faiblesses physiologiques ou des états pathologiques, sont incapables de bouger par eux-mêmes, sont cachectiques ou sévèrement déshydratés, ce qui peut parfois s'appliquer aux poules pondeuses, ou présentent des blessures ouvertes et des prolapsus. Maintenant, si on regarde un autre problème de bien-être qui peut potentiellement exister lors du transport, c'est le stress lié à l'attrapage. Donc là, ce qui est souligné, c'est qu'il devrait y avoir une formation du personnel et que les volailles devraient être portées sans inversion. Donc ça, voilà, ça ne fait pas vraiment débat pour différentes raisons qui sont expliquées dans le rapport de l'EFSA, le poids et la douleur que ça peut engendrer sur les articulations, le fait que les volailles n'aient pas de diaphragme.
bref, le transport ou l'accrochage à l'abattoir des animaux en position inversée lorsqu'ils sont conscients va générer de la douleur et de la peur. Ça, c'est vraiment, encore une fois, animal centré. Ça ne prend pas en compte la praticité de cette méthode et son applicabilité et son efficacité. Mais en tout cas, pour les animaux, ils ne devraient pas être transportés sans inversion. Et le stress des animaux ou les conséquences sur leur bien-être peuvent être évaluées par des tentatives de fuite, des entassements quand on essaie de les attraper et des cris d'alarme. Et ces animal-based mesures peuvent être utilisées à tous les stades de la manipulation. Donc à ce sujet, on retrouve dans la proposition réglementaire une indication qui dit que la manipulation des oiseaux en position inversée doit être limitée au maximum. Donc, à mon sens, elle n'est pas interdite, même si clairement, c'était vraiment déconseillé. Les oiseaux doivent être attrapés, portés et transportés par les 2 pattes et non pas une seule, en supportant le bréchet des oiseaux et un maximum de 3 oiseaux par main. Bon, après, j'imagine que entre ce qu'il y a dans le rapport de l'EFSA et cette proposition réglementaire, voilà, ils ont pris en compte d'autres facteurs de faisabilité, d'impact économique, etc., pour arriver à cette proposition. Le chargement des animaux devra se faire sous la supervision d'un vétérinaire. Là, je ne sais pas très bien ce qui est attendu de ce point-là. Ensuite, assez important aussi, la conséquence sur le bien-être, restriction des mouvements. Alors là, ça va vraiment conditionner la surface et le volume des caisses de transport. Alors évidemment, quand les animaux se transportaient, tout comme nous-mêmes, les mouvements sont restreints, ça c'est évident. Par contre, ce qui est indiqué dans le rapport de l'EFSA, c'est que les animaux doivent pouvoir s'asseoir sans être superposés, c'est-à-dire sans avoir de distance individuelle. Là, c'est pas du tout comme ce qui avait été fait dans les rapports sur la densité en élevage, etc. Là, il n'y a pas de distance interindividuelle. Par contre, les animaux ne doivent pas être superposés et ils doivent pouvoir tenir leur cou en position normale avec leur tête levée, de façon à pouvoir aussi changer de position sans que la tête ne touche le plafond. Alors, ce qui est exposé dans le rapport de l'EFSA, c'est tout ce qui est disponible. Effectivement, c'est assez limité, mais il y a quand même plusieurs publications. Tout ce qui est disponible sur la surface occupée par tel et tel oiseau de telle ou telle espèce et de tel ou tel poids au sol lorsqu'il est couché ou assis. On a constaté qu'il y avait eu des tentatives d'approximation qui avaient été faites. Donc, la surface projetée au sol d'un animal assis, c'est ce qu'on appelle les valeurs planimétriques, c'est-à-dire on projette l'ombre au sol à la verticale. Et il y a eu des approximations qui ont été faites par des équations allométriques. Donc, le consensus, c'est que pour avoir à peu près la surface projetée au sol d'un animal, d'un oiseau notamment, on multiplie un coefficient qui est 290 par son poids vif en kilos à la puissance 2 tiers. Ça donne une approximation de sa surface projetée au sol. Parfois, en fonction du poids et de l'espèce, ça va être un peu plus que la réalité. Et aussi, dans d'autres fois, ça va être moins que la réalité. Donc, bon an, mal an, c'est une approximation qui est relativement correcte de la surface occupée par un animal, on va dire ça comme ça. Ensuite, il y a aussi la hauteur. Donc, la hauteur qui a été donnée, c'est qu'elle doit permettre aux volailles d'être assises avec leur cou en position naturelle sans que la tête ou la crête ne touche le plafond. Donc, les animal-based mesures qui peuvent être utilisées, donc c'est les postures assises, la posture de la tête, qui peuvent être observées à l'arrivée. Alors, dans la proposition réglementaire, on retrouve à peu près la même chose.
Donc, pour les oiseaux domestiques, la hauteur doit être suffisante pour que la crête ou la tête ne touche pas le plafond lorsque les oiseaux sont en position assise, en maintenant leur tête ou leur cou en position naturelle lorsqu'ils changent de position. Je crois qu'il doit y avoir une photo ou un dessin pour voir exactement à quoi ça correspond. Et je n'ai pas vu, je crois, de hauteur maximale chiffrée donnée dans la proposition réglementaire. Ensuite, autre point très important, c'est le stress thermique. Alors, le stress thermique a été considéré dans le rapport de l'EFSA comme un facteur important parce qu'il est assez fréquent, notamment en été, notamment dans les pays où on peut avoir fréquemment et peut-être de plus en plus des vagues de chaleur. Le stress au froid a été aussi abordé notamment dans le cas des poussins de 1 jour et des poules pondeuses qui sont souvent en mauvais état corporel ou déplumées ou déplumées. Mais le stress thermique au chaud était quelque chose de plus fréquent, on va dire. Donc, ce qui a été préconisé, c'est de prendre en compte et la température et l'humidité. Donc ça, c'est vraiment très important. Et donc là, vous voyez un tableau avec des températures en Y et des humidités en X, et vous avez des combinaisons. Donc, ce qui est recommandé, c'est de faire voyager les animaux dans la zone safe, verte, pas jamais dans la zone danger, et d'éviter la zone d'alerte. Et donc, le critère, c'est le allaitement des animaux. Donc voilà, ça c'est assez simple. C'est sur des données qui font relativement consensus, donc il n'y a pas vraiment... voilà, c'est assez consensuel sur les zones, en tout cas, de danger et d'alerte. Ensuite, donc ça, c'est aussi important parce que ça va impacter la durée de transport, la faim et la soif prolongée. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'état de faim et de soif des animaux va dépendre de toute la période où on a retiré l'aliment et où on a retiré l'eau. Donc, comme je vous montrais avant, toutes les étapes qui situent, y compris avant le transport, ben forcément, la durée mise à jeun, elle correspond en fait à la période entre le retrait des mangeoires et la sortie des caisses du dernier animal. Ça, c'est la période la plus vaste de mise à jeun. La mise à jeun n'a pas d'objectif de préservation du bien-être animal, elle a plutôt des objectifs sanitaires, comme on comprend. Les oiseaux, bien sûr, devraient être déchargés et nourris sans délai s'ils vont à la ferme, ou abattus sans délai s'ils vont en abattoir. Donc alors est-ce que j'ai les données? Oui, voilà. Alors les données qui sont fournies dans le rapport de l'EFSA, je les ai regardées récemment avant de vous parler. Donc en gros, évidemment, il n'y a pas de animal-based measure pour savoir quand les oiseaux ont faim, très faim, un petit peu faim. Voilà, c'est pas évident. Les données qui sont disponibles dans la littérature en volaille montrent qu'à partir de 6 heures, alors toujours en fonction des espèces, en fonction des stades physiologiques, on a épuisement des réserves en glycogène, donc le catabolisme se met en place. Et à partir de 12 heures, là, on a vraiment des squamations des parois intestinales avec des lésions qui se mettent en place. Donc là, on peut s'accorder sur le fait qu'il y a vraiment une faim prolongée. Pour les recommandations qu'il y a dans le rapport de l'EFSA, c'est de compter la durée de mise à jeun, donc la mise à jeun à la ferme, le temps nécessaire pour l'attrapage, le chargement, le temps de transport et le temps de déchargement. Donc tout ça compte pour la durée de mise à jeun, de privation d'eau et d'aliments des animaux. Donc c'est pas forcément d'ailleurs c'est pas du tout que la durée de transport. Donc la recommandation, ça a été sur la base des éléments que je vous ai rappelés, les 12 heures. Et pour les poules pondeuses qui, elles sont à la fois souvent dans des états d'emplumement qui sont moins favorables et aussi ont l'habitude de pondre tous les jours, donc ont des besoins physiologiques très élevés. C'est une durée de 10 heures qui a été recommandée. Donc, ce qu'on retrouve dans la proposition réglementaire au sujet des durées de transport et des températures de transport. Donc, les durées sont basées principalement sur l'aspect faim et soif prolongée. Donc, les durées maximum de transport sont de 12 heures, y compris le temps de chargement et de déchargement. Donc là, il n'y a pas la mise à jeun à la ferme
qui devrait intervenir, mais bon, je pense qui est assez compliqué à contrôler. Donc c'est chargement, transport, déchargement, et de 10 heures pour les poules pondeuses, pour les éléments que je viens de vous évoquer. Pour le transport thermique, alors de façon surprenante, en tout cas pour moi, il y a uniquement le stress au froid qui est abordé, ou alors j'ai mal vu. C'est-à-dire que si les températures sont inférieures à 10 degrés, il doit y avoir des protections contre les courants d'air sur les camions, et on ne peut pas transporter les poules pondeuses à des températures inférieures de 15 degrés à l'intérieur, à leur contact, à l'intérieur des véhicules, mais de façon surprenante, il n'y a pas de température maximale d'indiquée. Ensuite, par rapport à l'espace disponible dans les caisses, donc je vous ai expliqué les éléments avant, donc la formule de 190 multipliée par le poids en kilos à la puissance 2/3 a été retenue. Donc ça permet aux volailles de se coucher sans être superposées et en pouvant changer de position. Donc là, ça donne les surfaces que vous voyez à l'écran, et on pourra regarder après si vous voulez, mais il y a dans l'avis de l'EPSA, on donne aussi des densités en kilos par mètre carré, donc c'est souvent aux alentours de 50 kilos par mètre carré en poulet, 90 kilos pour les dindes, etc., etc. Donc voilà, ça permet d'avoir une densité dans les caisses. Ensuite, pour les poussins de 1 jour, donc là, si on prend le texte de l'EFSA, donc il est dit de manipuler les poussins avec soin, bon, d'accord. Après, il y a des éléments qui sont fournis, mais qui honnêtement reposent sur très peu de bibliographie et qui sont pas très précis dans le sens où il est donné donc des vitesses des convoyeurs, des tapis convoyeurs en mètres par seconde, des différences de hauteur maximum, des vitesses de tapis maximum, mais finalement, dans les publis, ce qu'on sait, c'est qu'au-delà de ces vitesses, au-delà de ces hauteurs, il y a des problèmes de bien-être, mais en dessous, on ne sait pas vraiment où se situe la recommandation. Est-ce que, je dis n'importe quoi, 0,3 mètres par seconde, c'est bon ou pas? On ne le sait pas. Est-ce qu'une différence de hauteur de 25 centimètres, c'est bon ou pas? On ne le sait pas. On sait qu'au-delà de ça, c'est pas bon. Mais en dessous, on n'a pas vraiment les données. L'avis de l'EFSA insiste aussi sur la formation du personnel. Là, c'est tout à fait pertinent. Et les animal-based mesures qui peuvent être utilisées, c'est la posture et l'orientation sur le tapis, la chute des poussins sur le sol, donc le nombre de chutes par exemple, les tentatives de fuite et les cris de détresse. Au sujet du stress thermique pour les poussins, stress au chaud, stress au froid. Donc là, les données qui ont été fournies dans le rapport de l'EFSA et qui sont basées quand même sur plusieurs publications, c'est que la température du cloaque ne devrait pas excéder 41, mais pas être en dessous de 40. Que la température de surface des poussins aussi devrait pas être en dessous de 34 et pas au-dessus de 38, et la température de l'environnement comprise entre 30 et 35 degrés environ, pour que les poussins aient un confort thermique correct. Ensuite, ce qu'il est dit aussi qui est assez important, c'est que les animaux devraient pouvoir avoir accès à l'eau et à la nourriture dans un délai de 48 heures. Évidemment, ce délai, il est considéré entre le premier poussin qui éclot et le dernier qui a accès à l'eau et la nourriture. Donc, si le transport attendu est de plus de 48 heures, on devrait fournir de l'eau et de la nourriture soit au couvoir et ou pendant le transport. Ce qui est retrouvé dans la proposition réglementaire, c'est que la durée de transport des poussins peut être de 24 heures maximum pour toutes les espèces d'oiseaux, enfin de volailles, à condition que ce voyage s'achève dans un délai de 48 heures à compter de l'éclosion des poussins. Donc là, il n'y a pas de recommandation spécifique de température ni de densité, sauf si je ne l'ai pas vu. Voilà, j'espère que j'ai réussi à tenir les délais en termes de temps, et je veux remercier mes collègues, mon collègue Antonio Velarde qui était chair du groupe de travail et l'EFSA pour les figures
qu'ils m'ont fournies et n'hésitez pas à poser des questions si je peux vous éclairer. Voilà, Merci Virginie. Tu peux peut-être réactiver ta caméra à ce moment-là. Et puis, oui, il y a une première question concernant l'attrapage en ondes inversées. Est-ce que certains pays pratiquent déjà ce type d'attrapage en routine? Et est-ce que tu as pu avoir des retours par rapport à ça? Et alors, il me semble que oui, mais ce sont des tailles de l'eau beaucoup plus petites. Alors, il faudrait vérifier, mais il me semble que c'est le cas en Norvège ou en Suède ou les deux, quelque chose comme ça. Mais on a des lots qui ne doivent pas dépasser 4000 volailles. D'accord. Voilà. Et ils en ont, généralement, ils en ont 2 en même temps, comme ça. Ok. Sinon, il y avait une question, mais ça a été répondu. Le gros gel, est-ce qu'il est considéré comme de l'alimentation? Et quelqu'un a répondu que non, ce n'était pas considéré comme de l'alimentation. Je ne sais pas si tu as un commentaire à faire là-dessus. Alors, je ne sais pas, ça va dépendre des autorités compétentes, comment ils interprètent la réglementation. Donc là, je ne sais pas trop. Tu parles du gel qu'on met avec les poussins là? Ou avec les volailles d'ailleurs? Oui, placé dans les caisses, ouais. Ouais. Bah, ça dépend ce qu'il y a dedans, j'imagine. Mais moi, je sais pas comment ça va être considéré par les autorités compétentes par contre, hein. Là, il faudrait leur poser la question. Ok. Et sinon, une question que j'avais, on a cette proposition réglementaire. Et finalement, c'est quoi les prochaines étapes? Est-ce on a une idée un petit peu de la suite? Alors ça, c'est pas trop ma partie parce que moi, je me situe en amont. Je pense que normalement, c'est en train d'être discuté au Parlement avec les différents États membres, jusqu'à ce qu'un consensus soit trouvé. J'ai cru comprendre qu'il y avait un nombre d'amendements très important. Donc, il faudra voir ce que donne à la fin le contenu de la proposition. Donc, c'est discuté avec tous les États membres, hein, chacun donnant ses arguments pour modifier dans un sens ou dans un autre. Ok. Et il y a une question, oui, je ne comprends pas pourquoi 2 vitesses de tapis sont indiquées, mais il me semble... Alors, est-ce qu'on peut revoir? Parce que c'est vrai oui, que... je pense que tu peux revenir en arrière avec les flèches. Ah oui, bah, c'est moi, pardon. Oui, pardon. C'est moi. Alors, cette histoire de tapis, c'est Là, pas... c'était ici, on avait des vitesses de tapis, mais il n'y en avait qu'une, inférieure à 27. Ah oui, non mais si, il y a moins de 0,4 mètres secondes. Ah ben je regarderai. Qui est-ce qui a posé la question? Nathalie Rousset. Mais Ah on oui, bon, pourra, bah, dans ce Nathalie, cas-là, on je verrai pourra le avec mettre à jour dans la slide Oui, après. je regarderai. Faut que je regarde ça effectivement, mais comme je vous ai dit, ça me paraît pas. Voilà, c'est vraiment au-delà de ces seuils. Il a été montré qu'il y a des problèmes. En dessous, honnêtement, personne sait. Il y a vraiment, enfin moi-même, je sais pas du tout. Donc voilà, ça c'est pas, on va dire, des recommandations extrêmement puissantes. Enfin après, en gros, faut pas que les animaux tombent quoi, ou qu'ils soient trop, qu'ils se fassent mal, qu'ils tombent, enfin voilà, ce genre de choses. D'accord. Mais bon, je vais regarder ça, oui, je vais regarder, pas de problème. Ok, dans ce cas-là, on mettra à jour la slide à suivre. Ouais, ok. Voilà. Et ben, je pense que c'est bon. Là, j'ai pas plus de questions. Amélie, est-ce que tu as une question pour Virginie avant de passer à l'intervention suivante? Non, j'ai pas de questions pour Virginie. D'accord. Eh ben, merci Virginie. Merci à vous. Je dois partir à une autre réunion, mais je vous souhaite une très bonne séquence. Merci. Tu pourras assister pour avoir le replay. Merci. Alors pour l'intervention suivante, donc nous accueillons Johanna Litt et Yann Guyot de Litavi. Donc Johanna Litt qui est responsable de la thématique bien-être animal à Litavi.
Pauline Créache également, donc chef de projet élevage de précision. Et Yann Guyot, chef de projet adaptation changement climatique. Donc, ils vont nous présenter les travaux sur la caractérisation de l'ambiance pendant le transport. Donc, Johanna présentera la partie canard et Pauline la partie poulet. Et Yann, quant à lui, nous expliquera les résultats de l'étude de modélisation du stress thermique et l'évaluation des stratégies d'atténuation pendant le transport. Bonjour. Johanna. Ok. Donc effectivement, on profitait de ce webinaire pour faire un point sur les études qu'on avait en cours ou dans les tiroirs sur la caractérisation de l'ambiance, puisque c'est un des points qui a été du coup repris dans le rapport EFSA et traduit au moins en partie dans la proposition de réglementation. Alors sur la proposition de réglementation, on est plutôt sur des préconisations sur les températures froides. En fait, on va le voir, nous, on a plutôt travaillé sur les risques températures chaudes. Ceci dit, et ça apporte quand même des éléments pour les filières. Donc, moi, je vais commencer sur le canard. Donc, on est sur des études qui ne sont pas toutes neuves, puisque c'est des travaux qui ont été conduits en 2018 et 2019. Dans le cadre d'une structure qui s'appelait le Panipol, qui n'existe plus actuellement, sur laquelle on collaborait notamment avec l'INRAE. Et donc, je vous ai parlé de la date 2018-2019, ça veut dire qu'on retombe dans un contexte particulier de la filière canard à ce moment-là, c'était un contexte d'influenza. Donc, suite aux épisodes IHAP, il y a eu du coup un arrêté qui a du coup imposé d'empêcher la dissémination virale lors du transport via la perte de plumes et d'UV. Et donc ça a induit la mise en place de systèmes de bâches sur les camions de canards prêts à engraisser et gras. Cette fermeture, c'était via des filets brise-vent. Et à ce moment-là, on n'avait pas de recul sur les conséquences à l'intérieur des camions en termes d'ambiance, donc les conséquences pour les animaux. Donc, du fait de cette obligation réglementaire, on a des problématiques spécifiques qui sont apparues, donc il y en avait deux. Des problématiques de coût, facilité de nettoyage et aussi type de maille, qu'est-ce qu'il en est en termes de pratique et implication pour les transporteurs. Et la deuxième problématique, c'était le risque induit pour les animaux, notamment en période chaude. Donc je fais juste le petit pont. Donc, sur l'aspect froid, en fait, l'obligation réglementaire a conduit à cette mise en place de filets brise-vent. Ça veut dire que sur les conditions froides, au moins pour le canard, on a déjà des systèmes de protection en fait, des animaux qui sont en place sur les camions pour la période à risque influenza et qui correspond aussi à la période froide. Donc l'étude qu'on a conduite avait pour objectif de formuler des préconisations techniques à destination des transporteurs et pour ça, disposer de références techniques, d'avoir identifié des facteurs de risque et de proposer des leviers de gestion. Virginie a présenté quelques éléments sur la filière, sur la filière chair. Le transport de canards n'est pas tout à fait configuré de la même façon, donc on est sur une flotte qui est un petit peu différente avec pas de containers notamment, c'est des systèmes de caisses empilées qui ne sont pas de même taille. Et du coup, c'était l'occasion effectivement de présenter la flotte en canard. Donc, on a des capacités de chargement qui sont différentes selon est-ce qu'on transporte des canards gras, donc sous-entendu à l'issue de la période d'engraissement, ou est-ce qu'on transporte du canard juste avant, et là on parle de canard prêt à engraisser. Donc on est sur des capacités de l'ordre de 900 à 1400-1800 animaux selon la configuration, des temps de transport qui sont assez courts, donc là on était sur une étude plutôt calibrée sud-ouest et on n'est pas sur des temps de transport longs pour cette filière-là de façon générale, des moments de trajet qui pouvaient être assez différents et tout ça c'est important quand on parle notamment de période estivale et de températures potentielles durant lesquelles les animaux sont transportés. Donc, il y a un protocole qui a été mis en place avec un suivi terrain directement réalisé et des capteurs qui étaient placés à différents endroits du camion, puisqu'on n'avait pas de connaissance, en fait, globalement, sur ce qui pouvait se passer dans un camion durant le transport, d'autant plus un camion bâché.
Et du coup, ce qu'on a utilisé dans l'étude, c'est ce qu'on appelle le THI. Alors, il y a des discussions en cours sur le THI sur le canard. Là, on a pris un THI un peu générique. On n'a pas de THI canard de disponible. Et ça permet de croiser finalement ce que Virginie Michel a présenté dans son tableau où il y avait des couleurs là, qui présentaient le risque de stress thermique pour les animaux croisant deux facteurs, ce qu'on appelle la température sèche et le taux d'humidité. Là, finalement, avec le THI, on a directement une seule valeur sur laquelle on peut seuiller. Et globalement, dans la bibliographie, on trouve un seuil qui est où il n'y a pas de risque majeur de stress thermique quand on est en dessous de 27,8. Ceci étant, on a engagé un certain nombre de suivis. Donc la période froide a été réalisée en 2018. Donc là, l'idée, c'est déjà de valider aussi notre protocole et de faire un certain nombre au moins deux répétitions par type d'animaux pour voir si on avait des données qui étaient cohérentes. Et on a enchaîné ça sur des mesures en période chaude, où là, on a fait des suivis de terrain dans différentes conditions. Donc, nous, ce qui nous intéressait, c'était des questions d'impact de bâche et des questions d'impact de taux de remplissage de camions. Donc, on a effectivement des différences sur les différents suivis qui ont été mis en place. Et donc, je vais sans doute enfoncer quelques portes ouvertes sur les conclusions qu'on en tire, mais n'empêche que c'est aussi parce que l'étude, elle commence à dater un petit peu. Ce qu'on a pu mettre en évidence, et ça sera aussi, c'est des éléments sur lesquels Yann fera des présentations complémentaires sur le poulet, c'est que sur la période chaude, donc nous, on n'a pas eu d'animaux qui étaient dans des conditions de stress thermique, donc par les hypothèses de THI qu'on a prises. Donc, on était sur nos monitorings sur des températures moyennes sur la période dite chaude, qui est entre 15 et 25 degrés. Et donc, on en est resté sur les conditions mesurées en dessous du seuil là, de 27. Pour autant, attention quand même, et c'est une des préconisations qu'on a formulées, si les températures montent trop, et notamment au-delà de 30 degrés, où là, on prend un risque avéré. Et donc ça renvoie aux professionnels la question de décider de garder les bâches ou pas sur cette période-là, parce qu'on a fait des comparatifs aussi sans bâches, où ça monte moins vite. Et ça, c'est assez logique. Sur une deuxième conclusion, on voit aussi, et ça c'est assez net, que les zones les plus chaudes se situent à l'avant et au centre du camion. Donc là, sur le graphique, on voit, alors il y a pas mal de variabilité, hein, donc là c'est effectivement sur tout l'ensemble d'un transport, mais on a un delta pour les mesures qui sont présentées ici de l'ordre de 4 degrés entre l'avant et l'arrière, et ça, quand on est aussi en période chaude, c'est pas négligeable en termes d'impact pour les animaux. Donc, ça permet de recommander de façon assez évidente de laisser vide l'avant du camion quand on est dans des périodes à risque et ou de ventiler en priorité cette partie du camion, si on peut. Voilà. Et troisième grande conclusion qu'on tire, c'est que la température est plus élevée lorsque le camion est arrêté. Donc là, sur le graphique présenté, on a, donc c'est une cinétique en fait de ce qu'on a pu mesurer au niveau des différents capteurs qui étaient mis en place dans le camion. Et donc là où les courbes sont plates, c'est lorsqu'on roule, et dès que ça commence à décrocher, c'est quand on est en fait à l'arrêt. Et donc ça augmente à l'arrêt, et ce d'autant plus qu'on est toujours sur les périodes avant du camion. Du coup, c'est ces zones-là qu'il faut rafraîchir en priorité au moment du chargement, et d'autant plus qu'on est en partie avant. Donc cette étude-là, elle n'a pas donné de suite à l'issue. Il y a quelques limites qu'on peut souligner. Donc on a utilisé un indicateur de stress thermique, c'est pas le seul, on n'a pas pris en compte les vitesses d'air, par exemple. Et des impacts qui ne sont pas forcément spécifiques au canard. Pour autant, bon, on n'entend plus Johanna. C'était sa dernière slide. Si elle arrive à se reconnecter, on pourra continuer. Mais du coup, je vais enchaîner sur mes quelques slides pour introduire finalement la présentation d'Yann.
sur des suivis d'ambiance qu'on a réalisés aussi pendant le transport, sur une dizaine de suivis. Attends, je vais couper ton micro, Yann. Donc, pour introduire la présentation de Yann, l'idée qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on peut se passer de capteurs finalement pour monitorer l'ambiance pendant le transport? Parce qu'on sait aujourd'hui que ces capteurs, ça représente des coûts. Il faut les installer, il faut les désinstaller pour le lavage des containers. Donc, c'est du coût d'achat de capteurs, mais aussi du temps passé pour le personnel dédié. Donc là, dans le cadre de cette étude, c'est un projet européen en cours. Duc, Plucon ont installé des capteurs sur des camions. Donc, je vais vous montrer quelques slides un petit peu pour vous montrer un petit peu l'installation qu'on a pu faire. Donc ça, c'est un exemple de camion équipé. Donc on a équipé 3 containers avec 4 capteurs par container. Et dans chaque container, on avait 2 positions différentes. Une position côté route avec un duo de capteurs, toujours température, hygrométrie et CO2. Donc côté route et cœur camion en début, milieu et fin de remorque, avec des capteurs qui communiquaient avec la cabine pour un accès aux données. Donc, des protections de capteurs et une fixation à l'intérieur des caisses, donc auprès des animaux. Donc, c'était pour vous montrer un peu ce qu'il en était. Maintenant, Yann va prendre la suite pour vous présenter les résultats de ces suivis et le résultat des modélisations, et puis il répondra à la question, est-ce qu'on peut vraiment se passer des capteurs du coup? Merci Pauline. Donc tout le monde va monter sur mon écran, c'est bon? Tout est en ordre? Oui, on voit très bien. J'imagine que oui. Alors bonjour à tous. Donc Yann Guyot, Itavi, donc je suis chef de projet adaptation au changement climatique et modélisation et simulation. Donc comme l'a dit Pauline, la première question qu'on avait, c'est est-ce qu'on peut se passer de ces capteurs-là pour avoir une idée de ce qui se passe dans le camion, parce que voilà, ça coûte cher et ça prend du temps. Une autre question que nous avions, c'est est-ce qu'on peut extrapoler à l'ensemble des animaux des caisses les températures mesurées, puisque on va prendre des mesures, certes à plusieurs endroits, mais quid des endroits qui ne sont pas monitorés? Et on le sait, Johanna l'a démontré, qu'il y a une forte hétérogénéité dans les camions. Et enfin, comment connaître la distribution des vitesses d'air au sein même des containers, puisque ce sont des capteurs qui sont difficiles à mettre en place, qui ne sont pas forcément fiables pour avoir une idée de la vitesse d'air. Donc pour toutes ces questions, on s'est dit qu'on allait utiliser ce qu'on appelle la modélisation CFD, donc pour Computational Fluid Dynamics. Donc qu'est-ce que c'est que la CFD? C'est un champ de sciences et informatique assez répandu, utilisé dans un nombre de domaines assez vastes, en biomédical, en ventilation, en aérodynamisme, en urbanisme, enfin c'est utilisé partout à partir du moment où il y a un fluide, parce que la CFD, c'est la résolution numérique sur ordinateur de la mécanique des fluides. Donc on peut avoir une idée de comment se comporte un fluide, donc l'air en étant un, c'est très bien, et on peut avoir également une idée de tout ce qui est lié à ce fluide, donc c'est-à-dire le transport de température, le transport de gaz, comme le CO2, comme l'eau, puisque c'est un gaz à état qui nous intéresse, et même le transport de particules, mais ça ne nous intéresse pas ici. Donc on a utilisé cette méthode pour le cas de nos camions, et pour avoir une idée de ce qui se passe dans les camions, avec certes des spécifications qui nous sont propres, notamment le fait qu'il y a lié beaucoup d'animaux qui vont avoir une incidence sur les écoulements. Donc on ne peut pas les traiter un par un et les designer dans les logiciels, c'est quasi impossible. Donc ce qui est couramment choisi de faire, c'est de traiter la couche animale, le bloc animal, comme un milieu poreux qui a des caractéristiques qui reflètent et la densité et le poids des animaux. Donc ça, c'est une petite étude amont, je ne vous la présente pas, mais elle a été faite pour caractériser le bloc animal, disons, la zone occupée par les animaux. Et enfin, une autre spécificité importante dans notre cas, c'est qu'il faut évidemment prendre en compte la chaleur émise par les animaux, puisque c'est
avec les conditions extérieures, principalement ça qui va faire monter la température dans le camion. Et donc là, on prend en compte la chaleur sensible, celle qui fait monter la température, et la chaleur latente, celle qui vient, donc c'est-à-dire l'allaitement, la production d'humidité, et celle qui vient faire monter l'humidité dans le camion. Alors, je vous montre un premier résultat. Donc voilà à quoi ça ressemble un résultat de simulation CFD dans un camion transportant des poulets. Donc là, je vous ai mis parmi les suivis dont vous a parlé Pauline, le cas le plus chaud que nous avions, où il faisait à peu près 25 degrés dehors avec 74% d'humidité, avec un camion qui roulait en moyenne à 60 km/h. Donc nous, ici, on est obligé de simuler une vitesse moyenne. On ne peut pas simuler des fluctuations. On pourrait le faire, mais c'est un travail bien plus important qui pourrait être envisagé à terme, mais pour l'instant, on se concentre sur une vitesse moyenne. Et ce que vous voyez en haut à gauche, c'est que ça permet d'avoir une cartographie en 3D de la température. Donc vous avez la température dans le camion. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il fait chaud, comme l'a dit Johanna, en bas, et proche de la cabine, non pas parce que le moteur chauffe, parce qu'on ne le met pas dans les simulations, mais tout simplement parce que si vous regardez le graphe, la petite animation qui est en bas, qui est les lignes de courant, c'est-à-dire comment circule l'air dans le camion, qui est coloré par la vitesse du camion, ce qu'on voit, c'est que les courants d'air vont se rencontrer à peu près au milieu du camion et vont créer à l'intérieur un flux inverse qui vient ramener, alors avec certes des vitesses très très faibles, mais qui va quand même ramener un peu de la chaleur des animaux du milieu vers ceux qui sont à l'avant. Et en plus, comme ils sont très mal ventilés, leur propre chaleur n'est pas évacuée. Donc là, vraiment, la zone la pire, c'est en bas, proche du camion, proche de la cabine. Pardon. Et vous voyez aussi qu'on arrive à avoir l'humidité relative, puisque elle est calculée dans le système. Alors, il fait un peu plus sec là, même s'il y a plus d'humidité, il y a plus d'eau, mais il fait quand même plus sec, puisque la température est plus élevée. Voilà, donc on a cette cartographie en 3D. Grâce au suivi dont Pauline vous a parlé, on a validé le modèle, c'est-à-dire qu'on fait une simulation. Dans la simulation, on regarde quelle est la température, quelle est l'humidité, et on vérifie qu'elle est en adéquation avec ce qu'on observe pendant le transport. Et on voit, donc, pour faire simple, pour qu'un modèle marche bien, il faut que le prédit, c'est-à-dire son axe X, soit égal à l'observé. Et donc, il faut que la majorité des points soient parfaitement alignés sur la diagonale. Et on voit que pour la température, on est vraiment bon. On a une bonne température simulée par le modèle. Un petit peu moins pour l'humidité, mais au regard de la variabilité qu'on peut avoir sur les capteurs d'humidité, nous en sommes assez satisfaits. Je ne vous montre pas le CO2, puisqu'on en est un peu moins satisfait du CO2. Il y avait beaucoup de variabilité lors des transports, et pour moi, ça vient du fait que mesurer le CO2 sur une route, je ne suis pas sûr qu'on ne capte que celui généré par les animaux, mais probablement aussi par les voitures qui doublent, les voitures qui passent sur l'autre côté. Enfin, le CO2 sur une route, je pense que c'est un petit peu difficile à mesurer. Et donc, on s'est dit, voilà, maintenant, on a un modèle qui marche bien, j'ai ma température, c'est bien, j'ai mon humidité, mais qu'est-ce que j'en fais, en fait, maintenant ça Et donc, comment je peux transformer ces données physiques en un indicateur de stress thermique? Alors, Virginie vous a tout à l'heure parlé du fameux AET. Alors, je suis désolé, la résolution n'est pas terrible, mais elle est bien chez moi, donc pardon. Ça va venir du partage. Donc l'AET, qui est donc l'indicateur dont Virginie Michel vous a parlé tout à l'heure, qui permettrait d'avoir une idée du stress ressenti, du stress thermique ressenti par les animaux. Si je l'applique à notre cas le plus chaud que je viens de vous présenter, on voit que 80% des animaux, 80% du volume occupé par les animaux, en tout cas, est en zone de danger. Parce qu'on a des températures de 32, 33, 34, des humidités qui sont autour de 60. Donc, si vous regardez un petit peu, on doit être à peu près, on doit être à peu près par ici. Or, donc, a priori, les animaux sont en grand danger pendant ce transport. Cependant, on a pris comme critère d'évaluation, en tout cas, de voir s'ils étaient vraiment en grand danger, de regarder les étouffés, les morts en caisse, les DOA arrivés à l'abattoir. Et ce qu'on voit, c'est que, je vous en ai mis 6 qu'on a suivis avec le pourcentage d'étouffés une fois arrivés à l'abattoir. On voit que, pour notre cas le plus chaud, où 80% des animaux est en danger, on voit qu'il n'y a pas eu plus que ça. Alors, vous me direz, il y en a 15, c'est vrai, mais pour moi, à mon sens, si 80% des animaux étaient en danger, on aurait dû en voir un petit peu plus que ceux qui sont proches de zéro, disons. Et pour nous, deux raisons sont à prendre en compte. C'est que 2 facteurs qui sont, à nos yeux, essentiels ne sont pas pris en compte dans ces indicateurs, que ce soit le THI dont vous a parlé Johanna, l'AET,
Le rapport de l'EFSA en fait état d'un autre qui est l'ECI, donc c'est l'enthalpie. L'enthalpie, c'est la quantité d'énergie dans l'air. Mais tous ces indicateurs-là ne prennent en compte que la température et l'humidité, auxquels on accole des seuils de criticité en fonction de si je suis en stress ou non. Mais il y a toujours que température et humidité. Et à nos yeux, il y a deux autres facteurs qui sont essentiels. C'est la vitesse d'air, parce qu'effectivement, c'est notre cas à nous. S'il fait chaud et humide, mais que vous avez un petit air frais, tout va bien, enfin, ça va un peu mieux, disons. Et on sait que c'est le cas aussi en bâtiment d'élevage. On génère la vitesse d'air sur les animaux en cas de forte chaleur pour que ça se passe mieux. Et puis, il y a le temps d'exposition, et ça, c'est pareil pour nous. Si vous êtes exposé pendant 10 minutes à 40 degrés ou 3 heures, ça n'est pas du tout la même chose sur votre organisme. Donc, c'est pareil pour les animaux. Il faut prendre ce facteur-là en compte. Donc, comment faire avec les indicateurs qu'on a? Alors, l'idée, c'est d'utiliser un autre indicateur. Je disais, ça fait beaucoup d'indicateurs, mais celui-ci, à mes yeux, le plus pertinent, c'est la température effective. Donc, c'est un indicateur qui prend à la fois la température, à la fois l'humidité et la vitesse d'air. Il y a une publication qui est sortie il y a quelques temps sur ce sujet. Et ce qu'on voit, c'est qu'ils ont, comment dire, pour faire simple, qu'est-ce que le stress thermique chez un animal, que ce soit vous, ou en tout cas un animal à sang chaud, ou les poulets, c'est le fait que la température, on ne peut plus évacuer la chaleur, et la température interne de l'animal augmente. Et à partir jusqu'à 1 degré d'augmentation, ça va à peu près, sachant qu'un poulet, c'est à 41, 41,5 en base là. Mais au-delà d'1 degré, on commence à avoir apparaître des problèmes, et à plus 4 degrés, c'est quasi la mort assurée. Donc, du coup, ils ont relié l'accroissement avec des données qu'ils ont récupérées, et qu'on a récupérées, vous allez voir par ailleurs, ils ont relié l'accroissement de la température corporelle à ce fameux facteur-là. Et ce qui montre, avec les données de l'étude, c'est qu'avec un ET de 35, vous voyez les points rouges et les points bleus, les points rouges, c'est à partir du moment où on a commencé à observer de la mortalité. On voit qu'un ET de 35 est déjà une bonne valeur pour dire, attention, là je commence à avoir des problèmes. Et surtout, un autre aspect essentiel, parce qu'il existe un autre indicateur qui prend la vitesse d'air, c'est le THVI, que j'utilisais auparavant, mais aujourd'hui je préfère utiliser celui-là, pour la simple et bonne raison qu'à mesure que la température externe s'approche de la température de l'animal, l'effet refroidissant ne marche plus. Si je vous souffle un air chaud, vous n'allez pas vous sentir refroidi. C'est exactement la même chose. Dès lors où l'air se rapproche de la température interne, ça ne marche plus. L'effet refroidissant s'estompe. Donc ça, c'est pour la vitesse d'air. Ensuite, pour ce qui est de l'influence du temps, eh bien, on a on a récupéré les données que vous avez vues à gauche, on en a récupéré un peu plus, qui viennent de la même public, qui sont allés un peu plus loin dans le temps, et on a construit une voie de réponse qui lie à la fois le T calculé, donc température, humidité, vitesse d'air, et le temps d'exposition. Donc vous avez sur l'axe X du graphe le T, donc la température effective à laquelle est soumis l'animal. Vous avez sur l'axe Y le temps d'exposition de cette température, et sur l'axe Z, ce que j'ai appelé delta TB, c'est-à-dire l'accroissement de la température corporelle, avec des seuils à coller. Vous voyez que si vous êtes à 31-32 de température effective, vous pouvez aller autant que vous voulez, vous n'allez pas augmenter, l'animal ne va pas augmenter sa température corporelle. Par contre, si je suis à 40 degrés, par exemple, de température effective, ce qu'on voit, c'est qu'à peu près au bout de 2 heures, 1h30, 2 heures, et on est dans le rouge, on va avoir beaucoup de casse. Et à partir du moment où je suis dans le jaune, je peux commencer à observer de la mortalité, mais j'observe surtout un inconfort important. Danger, je vais avoir de la mortalité et vraiment un inconfort, et rouge, il ne faut vraiment pas y aller. Voilà. Donc, si maintenant j'applique cet indicateur à notre suivi le plus chaud, où le AET ne permettait pas d'avoir une idée du stress des animaux, eh bien voilà ce que ça donne. Alors, vous avez une petite animation. Vous avez en haut à gauche, c'est justement la température effective, la distribution dans le camion. Donc, ce qu'on voit, c'est encore une fois, évidemment, au niveau comment dire, proche de la cabine en bas, c'est là où il fait le plus chaud, donc c'est là où les températures effectives est la plus importante. On voit, vous avez en bas à droite, l'accroissement de la température corporelle. Donc vous voyez que la majorité des animaux est à 0, ne monte pas. Mais ceux qui sont toujours en bas, les pauvres, à eux, ça monte jusqu'à plus 2 degrés, et disons au bout de 3 heures de transport. Et on voit qu'ils passent dans le jaune, voire un petit peu dans le orange au bout de 3 heures. Mais surtout, ce qu'on peut voir, je vous ai mis le récapitulatif en bas à gauche, du pourcentage d'animaux dans une zone ou une autre, en fonction de comment avance le temps d'exposition. Et ce qu'on voit, c'est que ce transport-là a duré à peu près 1h30. Au moment de l'arrivée à l'abattoir, j'ai la immense majorité de mes animaux qui sont toujours dans le vert. Et donc, on voit que cet indicateur, encore une fois, c'est un suivi, on espère en faire d'autres, que cet indicateur serait plus pertinent pour prendre en compte le stress des animaux. Alors maintenant qu'on a un outil entre les mains qui est à nos yeux assez efficace,
pour attester, on peut faire des simulations. On sait que le réchauffement climatique, que les conditions vont être de pire en pire, en tout cas en termes de chaleur et de coups de chaud, de canicule et de ce genre de choses. Donc, on se dit, on va se placer dans un cas un peu plus extrême et voir ce qui se passe. Donc, on a pris pour exemple un autre cas où il fait 30 degrés dehors. 30 degrés dehors, 40% d'humidité, donc je suis l'été, voilà. Et ce qu'on voit déjà, c'est que la situation est différente. On voit qu'au bout d'une demi-heure, je commence à avoir, si vous regardez ici, on voit qu'au bout d'une demi-heure, je commence à avoir des animaux qui commencent à rentrer dans le jaune. Toujours en bas, c'est toujours les mêmes. Évidemment, puisque le flux est toujours le même. Et bien, au bout de une heure et demie, je commence à avoir du orange. Et si jamais ce transport venait à s'attarder, je vais commencer à observer du rouge en bas. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter, parce que là, vous allez avoir vraiment des conditions de bien-être qui seront très dégradées si ça s'attarde, et en plus, vous allez observer des étouffés, des morts à l'arrivage. Et donc, puisqu'on a cet outil-là, qui permet de simuler ce qui se passe, on peut simuler des solutions d'atténuation, d'adaptation au coup de chaud. Et donc, je vous remets le cas à l'instant. La première idée, ce serait de descendre en densité, c'est-à-dire que je mets 10% en moins dans mon camion. Donc toutes mes caisses sont de façon homogène, distribuées à moins 10%. Et ce qu'on voit, c'est que ça n'a pas vraiment, en tout cas d'après les simulations, ça n'a pas changé grand-chose, parce que, sauf si le transport venait à s'éterniser, et vous voyez qu'au bout de 3 heures, j'arrive à réduire la plupart des zones où j'ai toujours un peu de jaune, mais moins que quand mon camion est entièrement plein. Et là, j'ai à peu près entre 6 et 7 000 animaux, je ne sais plus ce que j'ai dit, mais 6 600, je crois. Voilà, donc, mais en tout cas, j'ai 10% en moins, et ça ne change pas tant que ça. Donc, comme là, on peut simuler d'autres configurations, disons, géométriques, mais qu'est-ce qui se passe si je sais que mon problème vient de mes 2 caisses d'en bas? Si j'enlève ces 2 caisses-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que ça se passerait globalement mieux avec du jaune, des animaux qui commencent à souffrir, qui n'apparaîtraient qu'au bout d'une heure et demie, puisque j'ai enlevé les 2 caisses problématiques. Et cependant, si ça venait à s'éterniser, c'est pas non plus miraculeux, j'aurais quand même des animaux qui commenceraient à souffrir, bien que, et j'arrive à enlever, j'ai plus de zone rouge non plus. Et en plus, ça représenterait l'avantage de transporter un petit peu plus d'animaux, puisque si j'enlève 2 caisses sur 22, je tombe à 11e, donc 9% et non plus 10%. Donc c'est gagnant-gagnant, ce serait gagnant-gagnant comme technique. Donc voilà, donc, en conclusion, nous on pense qu'on a entre les mains un outil capable de quantifier le niveau de stress thermique en fonction à la fois des conditions météo, du chargement et des conditions de circulation, et qui permettrait d'apporter des recommandations et des stratégies d'adaptation face au changement climatique. Alors en perspective de ça, on aimerait multiplier les suivis pour pouvoir vraiment donner du poids à la fois au modèle et à la fois au fait qu'il faut prendre un indicateur un peu plus fin pour avoir une idée de ce qui se passe. Et le désavantage de ce genre de simulation, c'est que c'est assez... tout le monde ne peut pas les lancer, c'est-à-dire que je ne peux pas mettre le modèle à disponibilité de tout un chacun, parce que faut quand même avoir l'œil expert du métier. Et donc l'idée, c'est comment faire pour pouvoir fournir à la filière des recommandations sur ce qui se passe. Et donc nous, l'idée, c'est qu'on va lancer plein de simulations et faire un genre d'abac. Alors, on ne sait pas exactement ce qu'il y aura dedans, mais si les conditions météo sont telles quelles, alors il faut faire ça. Si elles sont telles quelles, il faut faire ça. Voilà, donc ça, c'est vraiment où on en est et ce qu'on va faire de ça. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Yann. Oui, du coup, dans la continuité de ce que tu dis, comment sera pris en main cet outil par des abattoirs ou des transporteurs concrètement? Tu as ces abacs, elles seront en ligne et on pourrait accéder à... Oui, c'est le but, c'est de les rendre disponibles. Voilà, le travail, le gros travail est fait. Maintenant, c'est comment on en fait quelque chose d'accessible, d'efficace et d'utile pour tous les jours, pour tout un chacun. Et justement, si on veut aller un peu plus loin, est-ce qu'il y a possibilité pour les solutions que tu évoques, par exemple, réduction de densité ou vide de containers, d'aller un peu plus loin en estimant l'impact éco, environnemental
Bah, évidemment, ça a été fait précédemment, donc il n'y a pas de raison que ça Ouais. ne soit pas fait à nouveau. Oui, Donc bien il sûr. pourrait y avoir du lien entre les Ah, différentes bah, interventions de Joanna. oui, bien sûr, évidemment, oui. Oui. Alors, je vois qu'il y a des questions. Oui, alors c'était une question sur le CO2. Quelles seraient les valeurs maximales admissibles par espèce pour le poussin d'un jour et pour l'adulte? Il doit y avoir des valeurs, je ne les connais pas, mais on va pouvoir trouver ça dans les recommandations, ne serait-ce que des valeurs à ne pas dépasser en bâtiment d'élevage. Je pense qu'on peut partir sur les mêmes. Je ne les ai pas en tête. 2000, 3000 ppm, je ne sais plus. Faut aller voir. Ok. Et est-ce que Joanna peut se connecter ce coup-ci ou... Et alors, il y a une autre question. Ouais, justement, Voilà, c'était 3000 peut-être pour ppm en elle. bâtiment, quelqu'un a répondu, merci. Mais Et ensuite, utiliser d'autres indicateurs de BRH chez les volailles que le DOA, qui est un indicateur ultime. Oui, tout à fait, oui. C'est pas qu'on l'utilise comme indicateur ultime, c'est-à-dire qu'on pense qu'on aurait dû voir si vraiment l'indicateur de stress thermique proposé, qui ne prend que la température et l'humidité, dit qu'à 80%, et encore l'ECI, l'autre indicateur du rapport de l'EFSA, dit qu'il y a 100% de mon camion qui était en danger imminent. On aurait dû en voir un peu plus, voilà, c'est tout. On ne dit pas qu'il faut prendre que celui-ci, évidemment. En fait, il faudrait suivre, ne serait-ce que l'allaitement, où je pense que l'allaitement, ouais. on arrive dans la zone, ce que moi j'ai appelé jaune, c'est-à-dire que, évidemment, il faudrait pouvoir suivre ça, mais en continu, j'imagine avec des caméras ou quelque chose comme ça. Et dans les containers, ça paraît quand même compliqué. C'est ça. Ouais, mais du coup, je reviens sur le CO2, les 3000 ppm, c'est en poulailler, mais là, si on parlait du transport, c'est comme différent. Bah, la réponse physiologique de l'animal à une telle quantité est la même, que ce soit pendant le transport ou dans le bâtiment. Je pense qu'il faut essayer de rester en dessous des 3000. Avez-vous des sondes de température dans nos camions longue distance? Nous avons des sondes de température, dans nos camions longue distance, lapins et poules pendeuses de réforme, et je retrouve les mêmes résultats que votre étude dans les grandes lignes. Voilà, c'était un commentaire. Voilà, les 3000 ppm sont valables pour le transport, quelqu'un précise? Oui, voilà, il n'y avait pas de raison. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Joanna est de retour parmi nous aussi, donc s'il y a des questions pour Joanna. Excusez-moi, j'ai été coupée. Ok, dans ce cas-là, on peut passer à la suite. Parfait. Merci à tous les deux. Alors, on va passer à la phase de témoignage. Donc, pour cette partie, on propose Donc, je crois qu'on ne voit pas Victor. Il manque Victor. Donc, pour cette partie, on propose un petit échange avec des transporteurs et LDC. Donc, on aura Victor Guyon qui représente le groupe Avilog, groupe Mousset. Je vous laisserai vous présenter. Corentin Paris pour LDC et puis Jordan Maroyo pour le groupe Maroyo. Donc, je vais vous passer la parole successivement pour présenter vos activités. Donc, on peut commencer par qui veut commencer en premier. Jordan. Oui, bonjour tout le monde. Jordan Marolo, je suis président du groupe Marolo. On est spécialisé dans le transport de toute volaille et lapins, ainsi que sur le transport et le transfert de poulettes prêtes à pondre. Voilà. Je laisse Victor donc peut-être. Sur une zone géographique. Toute zone, toute la France et pays frontaliers également. Ok, et une flotte de camions? Une quarantaine de véhicules. D'accord, ok. Corentin? Oui, bonjour, Corentin Paris, groupe LDC. Donc contrairement à Jordan et Victor, moi je suis pas transporteur, je travaille côté abattoir au service approvisionnement volaille vivante. Donc on fait les plannings, on a également la gestion d'une flotte de camions et puis de conducteurs de volaille vivante. Donc basé à Sablé-sur-Sarthe, site d'abattage de poulets et de dindes, une douzaine de camions de poulets, une douzaine de camions de dindes. Ramassage sur Pays de Loire, Bretagne, Normandie, un tout petit peu Nouvelle-Aquitaine, les Deux-Sèvres principalement.
D'accord, merci. Et Victor? Oui, bonjour à tous. Victor Guyon, donc directeur régional Nord-Est du groupe Mousset pour la société Avilog notamment. Donc on est spécialisé dans, enfin le groupe Avilog, enfin la société Avilog est spécialisée dans tout ce qui est ramassage de volailles, transport de volailles vivantes vers abattoir et transport de poussins et collecte d'œufs à couler. Donc ça représente à peu près 500 collaborateurs sur une quarantaine de sites sur tout le territoire français. D'accord, merci. Pour Corentin et Victor, vous faites plutôt du coup des transports régionaux, courte distance. Et on voulait d'abord aborder dans une première partie ce que vous mettiez en place en termes d'aménagement, de pratique, par exemple dans le cas des coups de chaleur. Et aussi, comment, par rapport à ce qui a été évoqué dans les précédentes présentations, comment vous voyez ces changements réglementaires à venir? Voilà, sur différentes, sur différentes choses, là, sur l'investissement, sur le recrutement de personnel et l'aménagement des abattoirs. Ça fait beaucoup de questions d'un coup, mais... Ouais, ça fait beaucoup de questions d'un coup. Non, mais peut-être que dans un premier temps, juste sur la base de ce qui nous a été présenté par rapport à l'aspect réglementaire et aux impacts économiques que ça peut avoir. Dans un premier temps, moi, mon inquiétude, elle est principalement sur l'impact économique que ça va avoir. On a vu les chiffres que nous ont présentés l'État vie. En l'occurrence, la partie transport, sur les 526 millions de surcoûts annuels, elle représente une grande majorité. On a vu, il y a presque 10 millions d'euros qui concernent le coût conducteur, 123 camions et semis en plus pour un coût annuel pour répercuter sur nos clients, hein, bien sûr, de 32 millions d'euros. Des coûts conteneurs, parce qu'on est aussi en grande partie, enfin, pas forcément en grande partie, mais chez Avilog, on est aussi propriétaire d'une partie des conteneurs. Donc, on a vu un coût à près de 17 millions d'euros pour la partie conteneurs. Un coût pour avoir des stations de lavage supplémentaires aussi, parce que 123 camions, il va falloir les nettoyer à chaque tour. Et une consommation de gasoil de plus de 7 millions d'euros. Donc tout ça représente un besoin d'investissement en fait qui est presque une fois et demie. Enfin, oui, de toute façon, on a vu 46% de besoin camion en plus. Donc une capacité d'investissement qui est de une fois et demie ce qu'on fait aujourd'hui. Donc ce qui pose la question des délais de transition si les textes venaient à être adoptés en l'état. Et au-delà de la capacité d'investissement que ça va demander aux acteurs du transport, c'est la capacité pour nous à répercuter ces coûts sur nos clients. Donc moi, mon inquiétude, elle est plutôt là. Aujourd'hui, sur la capacité à répercuter les coûts, c'est ce qu'on fait, aujourd'hui. Hein. Nous, on a un système de facturation qui est sur la base des conducteurs, des véhicules et des kilomètres effectués. Mais là, je laisserai peut-être mon collègue Corentin parler pour la partie abattoir, mais moi, mon inquiétude, elle sera sur la capacité de nos clients, ensuite à répercuter ces coûts sur le consommateur in fine, qui, on le sait, sera pas forcément le cas. Donc, ça veut dire qui est-ce qui absorbe ces surcoûts entre les transporteurs, les abattoirs et in fine les clients. Vous avez peut-être des commentaires, Corentin Corentin, je te laisse compléter sur cette partie-là et après, on peut peut-être évoquer les mesures qu'on met en place au quotidien finalement pour assurer le bien-être de nos animaux. Oui. Ouais. Donc dans les points que je souhaitais ajouter, en plus du surcoût, c'est donc le recrutement de conducteurs qualifiés, hein, des conducteurs qui possèdent le captave, possèdent le CACES, puisque c'est eux qui chargent avec des chariots embarqués. Donc plus 46% de rotation égale plus 46% de chauffeurs, hein, donc il faut trouver le personnel pour conduire ces camions, amener les conteneurs à l'élevage et puis les ramener à l'abattoir. Donc c'est un secteur qui est assez tendu avec un travail de nuit, des départs le dimanche, des départs les jours fériés. Donc voilà, moi je suis assez inquiet de ce côté-là, de ce côté recrutement et puis de permettre de mettre un conducteur sur chaque camion supplémentaire. Et puis, Victor l'a souligné, je souhaitais réappuyer là-dessus, sur les frais de nettoyage, le temps de nettoyage et même la capacité de nos sites à nettoyer tous les camions.
Si je prends l'exemple du site poulet à Sablé, c'est entre 22 et 25 camions tous les jours aujourd'hui. Si demain c'est plus 46%, on arrive à 32, 33 camions. Sachant qu'il nous faut aujourd'hui 45 minutes en gros pour nettoyer le camion et puis le recharger avec des conteneurs propres pour qu'il reparte à l'élevage suivant. On passe de 16 heures de temps de nettoyage quotidien à 24 heures de temps de nettoyage. Sur une usine qui tourne en 2/8, on ne peut pas nettoyer pendant 24 heures alors qu'on travaille que 16 heures. Donc ça veut dire un doublement des pistes de lavage, hein. Il faut de la place supplémentaire, il faut structurellement, il faut que l'abattoir ait la place pour utiliser ces mètres carrés, non pas uniquement pour stocker les camions et les conteneurs, mais bien pour mettre en place toute une zone de lavage, une piste de lavage, récupération d'eau, désinfection. Et puis, donc voilà, il y a des vrais mètres carrés spécialisés là, à solliciter. Il faut qu'ils soient disponibles sur le site d'abattage pour être en capacité d'absorber ces 46% de camions supplémentaires. Oui, complètement. On a, comme tu dis, il y a des sites qui sont déjà saturés. Tu parles de l'exemple de Sablé sur l'étude qu'on a vue précédemment a été faite avec Duc à Chaillet. C'est des sites où déjà la capacité d'absorption des camions est limitée par cette partie lavage. Et comme tu le dis, structurellement, aujourd'hui, enfin, je peux pas parler pour mes clients, mais c'est des sites qu'auront demain des grandes difficultés à adapter leurs installations pour absorber. Aujourd'hui, Chaillet, ça absorbe 28 camions jour. Demain, ça devra absorber 40 camions jour. Et malheureusement, les journées font que 24 heures. Les journées d'abattage font pas 24 heures, mais les journées font que 24 heures. Et aujourd'hui, on peut pas passer 40 camions à laver sur un site avec 24 heures dans une journée. C'est impossible. En respectant à côté les mesures de biosécurité qui sont imposées et nécessaires par les services vétérinaires. Après, sur la partie mesures mises en place aujourd'hui, moi je voulais rebondir sur l'étude que Yann Guillot nous a partagée, parce qu'en fait, ça révèle une chose, c'est que ce qu'on met en place aujourd'hui, c'est plutôt des mesures sur la base du bon sens, donc c'est-à-dire en lien avec les résultats que nos clients nous partagent sur l'état des volailles arrivées à abattoir, des résultats DOA, sur la base aussi des éléments que nous remontent les services vétérinaires, parce qu'il faut savoir que les services vétérinaires sont présents dans tous les abattoirs, et l'arrivée, l'état d'arrivée des animaux suite aux livraisons de véhicules, enfin de camions, sont vérifiés quotidiennement par les vétérinaires. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de mesures qui sont déjà en place, qui sont sur la base du bon sens et finalement qui se recoupent totalement avec les résultats que Yann a présentés, notamment sur la répartition des flux et des flux d'air et la répartition de la température dans les sites. Donc pour faire face à ça, ça fait quelques années qu'on a mis des SMI bâchés. Donc c'est le cas aussi pour les transports que fait Jordan sur de la longue distance. Aujourd'hui, sur de la courte distance, on a mis aussi en place ces éléments-là. Donc c'est-à-dire avec des bâchés hiver pour protéger des flux d'air froid, pour protéger les animaux, et les bâches été également pour mieux maîtriser la température et éviter que ça se réchauffe de façon trop importante. Donc aujourd'hui, on a des systèmes de bâchage été-hiver, on a des systèmes d'aérateurs et d'extraction d'air. Donc en l'occurrence, l'étude qui a été faite sur nos véhicules sur le site de Duc à Chaillet, c'est des aérateurs, donc il y a des grilles de ventilation sur les toits. Aujourd'hui, on est en train de mettre en place des SMI sur ce même site de Chaillet qui vont arriver bientôt avec des extracteurs d'air, donc qui va permettre d'améliorer la ventilation dans la SMI et d'éviter justement d'avoir des zones avant qui sont avec des températures trop élevées. Quand je disais qu'aujourd'hui on travaille sur sur le bon sens et ce qu'on constate sur le terrain, c'est-à-dire qu'en fait on nous présente dans la proposition de règlement des densités, de réduire forcément les densités dans les caisses. Aujourd'hui, c'est des mesures qu'on sait prendre, mais qui sont adaptées aux conditions climatiques et à ces résultats terrain.
Donc, c'est-à-dire qu'en hiver, on est capable d'augmenter un peu la densité dans les caisses pour que les animaux se tiennent naturellement plus chauds et avoir moins enfin une dégradation moins importante de la DOA en arrivée à l'abattoir. En été, à l'inverse, on est capable de diminuer un peu la densité justement pour créer un flux d'air un peu plus important. On est capable de laisser des caisses vides, comme disait Yann, sur l'avant du camion. Mais aussi, ou plutôt l'hiver, on est capable de laisser des caisses vides sur l'arrière du camion, qui est une zone plus froide, comme on l'a vu, et sur lesquelles on peut avoir plus de mortalité, et donc une dégradation du bien-être animal en hiver. Donc c'est déjà des choses que vous mettez en place en fait. Aujourd'hui, c'est des choses qu'on met en place, mais demain l'inquiétude, par exemple, sur la densité, on dit, enfin, le nouveau règlement dit, enfin, la proposition de nouveau règlement dit, il faut diminuer drastiquement les densités, il faut que les animaux puissent se déplacer librement dans les caisses et finalement diminuer la contenance. J'aimerais juste prendre l'image du métro parisien. Je pense que vous avez tous pris le métro parisien autour de cette salle. Finalement, même nous, humains, on a moins de risques de se blesser. Et Yann Guillot parlait de la notion de temps, de durée de transport, et ça, c'est hyper important de la prendre en compte. On a moins de risques de se blesser dans un métro où il y a un peu plus de monde, alors sans avoir des densités trop importantes, évidemment, mais plutôt que dans un métro en vide où finalement, on n'a rien pour s'y attacher. Et un poulet, c'est exactement pareil. Hein. Dans sa caisse de transport, si il y a une densité trop faible, et aujourd'hui, on a moins de contenance. Et demain, c'est certain on parle de bien-être animal, mais demain, c'est certain qu'il y aura un risque pour les animaux avec des déplacements qui seront trop importants dans les caisses et un risque pour nos animaux de se blesser. Voilà. Enfin, en tout cas, pour ma partie sur la zone courte, je pense avoir fait le tour des mesures qui sont déjà en place et qui sont sur la base du bon sens. Il y a Amélie là qui fait justement un commentaire sur la notion de contention qui est importante dans le transport, avec des risques de blessures importants et des risques de basculement de camion également. Oui, parce que là, on parle que du bien-être animal. On a eu le cas, nous, justement sur Chaillet, avec des conteneurs Atlas. Et demain, l'ensemble des abattoirs se dirigent vers ce type de conteneurs, je pense. Des conteneurs Atlas qui sont plus adaptés justement pour les animaux, qui offrent moins de contenance, un peu plus de liberté. Mais par contre, on l'a vu, on a des problèmes de répartition de charge dans ces véhicules. Donc, on a mis en place des choses pour éviter les répartitions de charge et les basculements de camions, enfin, concrètement les accidents, justement en mettant des séparateurs de caisses au milieu pour avoir une meilleure répartition de la charge entre la gauche du camion et la droite. Donc, ce qui montre clairement qu'en fait, pour des conditions techniques, mais même pour le bien-être des animaux, en fait, ils ont besoin de contenance. Et je reprends l'image du métro parce que c'est vraiment caractéristique. Enfin, c'est vraiment parlant. Même nous, on a besoin de contenance, en fait, parce que sinon, il y a un risque de blessure si on n'est pas complet. Corentin, tu as des choses à ajouter par rapport à ça? Victor a dit beaucoup de choses. Je voulais juste ajouter un point sur la notion de bon sens et d'organisation des chantiers de ramassage et donc le transport qui suit ce chantier de ramassage. Effectivement, le bon sens et puis le terrain nous amène à ne pas charger aux heures les plus chaudes de la journée, ne pas charger à 18h en pleine canicule. Donc on a des arrêtés qui nous l'interdisent, mais de toute façon, pour le bien-être des animaux, pour le bien-être des gens qui chargent également, pour le bien-être de l'éleveur, du chauffeur, voilà, le bon sens fait que les enlèvements sont en général organisés de façon à ne pas faire subir la canicule de plein fouet ou les moments d'extrême froid aux animaux. Ok. Merci à tous les deux. Et enfin, Jordan, tu pratiques plutôt du transport longue durée. Donc là, tu peux nous donner quelques exemples aussi de ce qui est fait, des nouveaux camions à venir ou en place chez toi. Oui, tout à fait. Donc, on pratique beaucoup les transports de longue distance. On fait du régional aussi. Donc, sur les longues distances, on a des SMI qui sont équipés et qui sont agréés pour ce type de transport. Équipés donc
de pipettes pour l'abreuvement des animaux. Il y a quelques Donc visuels. on retrouve le principe de base, on retrouve les mêmes équipements qu'en régional, hein, les aérations à l'avant ou à l'arrière du véhicule, l'isolation des toits ou des extracteurs d'air, et puis après vient en plus cet équipement de pipette que l'on a, qu'on peut voir sur la slide suivante. Ouais. Voilà. Donc avec une pipette présente par caisse et puis plusieurs cuves de stockage d'eau sous le véhicule. Donc l'ensemble est alimenté grâce à l'air du camion, hein, l'air comprimé du camion qui vient mettre sous pression tout le circuit et donc pousser l'eau jusqu'aux pipettes et les animaux viennent s'abreuver aux pipettes. Voilà. Donc c'est un équipement qui est assez lourd, hein. Donc on réduit de fait le nombre d'animaux dans les caisses. On dessert de fait le nombre d'animaux dans les caisses, puisqu'on est limité aux 44 tonnes, hein, comme tous les véhicules. Donc la charge utile des véhicules diminue. Et là, est-ce que vous avez pu constater justement que les animaux s'abreuvent vraiment ou... Oui, bien sûr, oui, parce forcément, on remplit les cuves en début de transport et puis on les vidange à l'arrivée à l'abattoir. Donc, ce qu'on constate, c'est que la plupart du temps, déjà, les cuves sont vides en arrivant, hein, parce qu'on a un stockage de 600 litres environ, ramené au nombre d'animaux. L'intégralité est consommée durant le transport, hein, c'est des transports qui vont au-delà de 12 heures. Donc, l'intégralité est consommée par les animaux. On peut re-remplir les cuves en cours de transport. Voilà. Donc, et le poids de ce système-là, il s'est demandé dans les questions, le poids. Le poids, il faut compter l'ensemble de l'équipement, il faut compter 2,5 tonnes à peu près, entre 2,5 tonnes et 3 tonnes. D'accord, mais vide ou... Vide. Vide, ok. Alors je parle bien des pipettes, des bâches, l'ensemble de l'équipement. Après, si c'est que les pipettes, on est plutôt aux alentours des 1,5 tonnes, 2 tonnes. Ok. Donc sinon, en termes d'équipement, il y a aussi du monitoring de... Oui, également, oui, bien sûr, je ne pensais plus. Donc les sondes de température, c'est ce que je parlais tout à l'heure dans les questions. Hein, donc on a équipé nos SMI avec des sondes de température qui nous permettent de suivre à l'instant T, avec un point GPS également, d'avoir un relevé de température toutes les 2 minutes. À l'intérieur du véhicule. Est-ce qu'on retrouve ce que Yann nous a publié tout à l'heure, hein, avec une augmentation des températures en cours de chargement ou de déchargement et à l'arrêt du véhicule, et après plutôt une température constante dans le véhicule pendant la phase de mouvement. Voilà. Et donc, plus les animaux restent, on a ce triptyque là, plus les animaux restent longtemps dans le véhicule, plus la température augmente et se rapproche de la température corporelle de l'animal, plus il y a de risque évidemment d'étouffement durant le transport. Après, on en revient à la notion de bon sens, c'est qu'à un moment donné, quand il fait trop chaud et qu'on sait qu'on va tomber dans une période où les températures sont extrêmement chaudes, évidemment, on prend d'autres dispositions, on retarde le transport de quelques jours, quand c'est possible, ou on l'annule tout simplement et on fait autrement, on cherche d'autres solutions. Parce que on est transporteur, nous, mais on est négociant et c'est principalement des animaux qui m'appartiennent, qui sont dans ces véhicules-là. J'ai tout intérêt à ce que tout le monde arrive vivant à l'abattoir. Donc, il y a une notion de bon sens, évidemment, à respecter et de tout faire pour que les animaux soient transportés dans de bonnes conditions. Et vous parliez aussi investissement dans les camions et vous aviez mentionné un nouveau camion. Alors, donc ça, c'est simplement des photos que je voulais partager d'un concept de camion qui a été fait en Hollande l'année dernière. Donc là, on est parti... Enfin, je dis pas, c'est pas moi, hein, mais ils sont partis donc dans la conception d'un véhicule totalement fermé, hein, avec de l'air conditionné, hein, air conditionné dans le camion. C'est-à-dire qu'on peut augmenter la température de l'intérieur du camion en période hivernale, ou on peut la diminuer en période estivale
grâce à un système de ventilation d'air conditionné qui est à l'avant du véhicule et qui est avec de l'air qui est propulsé sur les bâches du côté, des bâches qui sont micro-perforées, qui envoient de l'air à température contrôlée dans le véhicule. Donc, c'était simplement pour partager des choses pour montrer que quand même les autres pays ne nous attendent pas et qu'il va falloir quand même réfléchir à des solutions malgré tout, même si ce nouveau règlement, on n'en veut pas forcément, nous les transporteurs. On préférait déjà que celui qui est en cours soit appliqué. Malgré tout, dans d'autres pays, voilà, ils commencent déjà à réfléchir à d'autres solutions. Cette semi, elle est utilisée. Derrière, quel est le prix de ce véhicule? J'en ai aucune idée actuellement, mais je pense qu'on peut faire du x3 par rapport à nos véhicules à nous. Et la rentabilité économique de ça, voilà, elle reste à prouver, mais je pense que c'est compliqué, à mon avis. Parce que visiblement, il n'y en a eu qu'un de fait à l'heure actuelle. Voilà. Et est-ce qu'on a une idée de la consommation énergétique de ce nouveau système de refroidissement là? C'est Yann qui pose la question. Non, j'ai pas les données. Je pense que c'est un groupe qu'on retrouve sur les semi-frigos par exemple ou sur les semi-poussins. Ça doit être du même ordre à peu près. Ok. Eh ben, je pense qu'on peut finir l'échange là-dessus, à moins que vous ayez des choses à rajouter. Non, non, pas personnellement. En tout cas, mais je pense qu'à nous trois, on a dit l'essentiel, hein, c'est que avant tout, déjà, ce qui serait bien, c'est de faire respecter le règlement qui est en place actuellement, hein, parce qu'entre pays, déjà, il y a des grosses différences, de très très grosses différences. Hein. Et il y a un problème de concurrence aussi. Je ne comprends pas que moi, par exemple, je ne puisse pas des fois faire certains transports où je suis à charger avec des Espagnols ou des Polonais, que je ne puisse pas charger à cause des conditions météo et qu'eux puissent charger librement et sans équipement pour la longue distance, alors qu'ils font de la longue distance. Voilà. Simplement, c'est faire respecter le règlement qui est en place dans tous les pays. Et puis, déjà, ça serait pas mal. On réglerait beaucoup de problèmes. Il y a peut-être un dernier sujet qu'on n'a pas forcément évoqué, Pauline. Mais je trouve que c'était bien dans l'étude d'Italie de le mentionner. C'est toutes ces mesures, ça va forcément avoir un impact environnemental. Aujourd'hui, on a tous au sein de nos structures des objectifs de réduction des gaz à effet de serre, avec un objectif zéro carbone qui est fixé par l'État d'ici 2050. On a vu que ça augmentait de 46% d'après les chiffres, d'après l'étude du gaz à effet de serre. On a vu que ça augmentait de 46%, forcément l'utilisation d'eau et désinfectants pour tout ce qui est lavage. Donc moi, ça me pose une question quand même, c'est comment aujourd'hui on articule, on a l'impression de faire les choses bien, comme le disait, comme l'ont dit les trois intervenants, Jordan, Corentin et moi-même, et du mieux qu'on peut pour respecter le bien-être animal. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à l'aspect environnemental, on a aussi l'impression qu'on vient nous mettre encore des contraintes supplémentaires qui vont avoir un effet en fait désastreux sur nos émissions, quoi, et sur les objectifs qu'on peut se fixer en parallèle dans un objectif de réduction de l'impact des gaz à effet de serre et de l'impact environnemental de manière générale. Ok, eh bien, merci à tous les trois. En tout cas, c'est important d'avoir le retour des opérateurs directement impactés aussi par ces changements à venir. Donc, merci pour ces échanges, ce partage d'expériences et avis. On va terminer ce webinaire avec la conclusion d'Amélie Navarro de la FIA. Amélie va être de retour. Oui, effectivement, je suis de retour. Merci beaucoup. Très bien. Très bien. Merci pour la présentation. Et oui, ça y est, nous touchons à la fin de ce webinaire
consacrée aux avancées et aux évolutions sur le transport des volailles. Je remercie chaque intervenant qui nous a permis donc, de comprendre l'ensemble des enjeux de cette proposition européenne sur le transport des volailles, donc notamment les impacts réglementaires et économiques. Et les témoignages des transporteurs ont enrichi l'analyse en illustrant réellement concrètement les contraintes qui peuvent être rencontrées et qui pourraient être rencontrées sur le terrain, et les adaptations qui font appel, bien entendu, au bon sens. Et je tiens à rappeler, pour conclure, qu'un durcissement excessif de la réglementation sur le transport des animaux fragiliserait certaines exploitations qui sont éloignées de nos outils d'abattage et encourageront les importations qui sont, elles, moins encadrées. Donc, on se retrouverait à avoir notre souveraineté alimentaire encore plus menacée. Et donc, il est essentiel, en pensant cette réglementation transport, de concilier bien-être animal et réalité de la filière, en tenant compte à la fois de nos contraintes sanitaires et de la diversité territoriale de nos structures d'élevage et outils d'abattage en France. Donc réellement, cette réglementation de transport doit être repensée, et si celle-ci est amenée à être révisée, elle doit être révisée en se construisant à la bonne intersection entre l'exigence de bien-être animal, de rigueur scientifique et de la faisabilité opérationnelle sur le terrain, et bien entendu prenant en compte le maintien de nos filières qui doivent rester compétitives et résilientes. Je vous remercie. Merci à tous les participants, tous les intervenants, tous les participants. Certains d'entre vous sont encore présents. Merci beaucoup. On a dépassé un peu le timing, mais merci pour votre présence. Merci beaucoup Amélie, merci à tous les participants également. Je vous rappelle que le replay sera disponible à l'issue du webinaire avec toutes les présentations. Il y aura un petit questionnaire de satisfaction également à compléter pour récupérer les présentations. Et j'espère que ce webinaire vous a plu. En tout cas, s'il y a toute question, les intervenants sont joignables, et puis les contacts sont, il me semble, dans les slides, donc vous pourrez les retrouver. Merci à tous, je vous souhaite une excellente journée et puis un bon appétit. Au revoir.